Silence. Tout commence par le silence, profond comme un lac ancien, perdu parmi les hautes montagnes. De ce silence, une légende émerge, non pas avec un éclair, ni avec un mot, mais avec le souffle chaud du temps se déroulant lentement comme un parchemin cachant un secret. Quand l'homme vit l'or pour la première fois, il n'en connaissait pas la valeur. Il y vit la lumière du soleil figée dans la pierre. Il ressentit en elle la puissance du ciel et l'éclat de l'éternité. Et à partir de ce moment, l'homme commença à rêver. Quelque part, au cœur de l'Amérique du Sud, au milieu des plaines, des lacs et des jungles impénétrables, naquit la légende de l'homme doré. Il émergeait au bord du lac. Son corps était couvert d'une fine poussière d'or. Il entrait lentement dans l'eau, et les rayons du soleil se figeaient sur les vagues. Il offrait des cadeaux aux esprits, des pierres précieuses, des figurines, des amulettes, des récipients, brillants comme la lumière des étoiles. C'était un rituel, non pour la richesse, mais pour l'équilibre entre les hommes et le monde invisible. C'est ce que racontent les Muiscas. C'est ainsi que l'histoire fut transmise des anciens aux enfants, de génération en génération. Quand les conquérants espagnols posèrent le pied sur cette terre, ils entendirent ce mot, El Dorado. Mais ils ne l'entendirent pas comme un rite ancien, ni comme un mythe, mais comme un appel de l'or, un appel de la gloire, un appel du mystère. D'abord, El Dorado fut un homme, puis une ville, puis un pays perdu. Mais avant tout, ce fut un rêve dans lequel la lumière et l'eau, le rituel et la légende, les esprits et les désirs s'entremêlaient. Un rêve d'un monde parfait, où l'or n'achète pas, mais connecte le terrestre au céleste. C'est ainsi que naissent les légendes, non de la vérité ni de la fiction, mais du souffle du temps. Elles ne vivent pas dans les livres, mais dans la voie qui traverse les siècles. Aujourd'hui, nous entreprendrons ce voyage, non pas pour un trésor, mais pour un sens, pour ce qui échappe à la main, mais demeure dans la mémoire, pour la lumière dorée cachée dans les profondeurs du silence. Fermez les yeux, laissez le vent du temps vous toucher, et que la cité d'or s'ouvre, non sur une carte, mais dans votre cœur même. Au début, il n'y avait pas de carte, pas d'épée, pas de navire. Au début, il y avait un mot, non prononcé, mais entendu. Il naquit dans la brume des montagnes matinales, dans les voix des contes de feu de camp, dans le bruissement des feuilles touchées par le vent. Ce mot se transmit de tribu en tribu, depuis les temps les plus anciens, lorsque les hommes vivaient encore en harmonie avec les esprits de l'eau, de la terre et du ciel. Quelque part dans les hautes terres des Andes, parmi les collines et les rivières, se cachaient des peuples qui créèrent des rituels et des mythes, parmi les plus anciens connus de l'humanité dans ces contrées. Parmi eux se trouvaient les Muiscas. Ils vivaient dans la partie centrale de la cordillère colombienne moderne, en haute altitude, loin des côtes maritimes, dans des vallées où les étoiles descendent plus près de la terre. Les Muiscas n'avaient pas d'écriture au sens habituel. Leur histoire était des rituels, leur savoir, la mémoire, leur mythe, un lac, l'eau, lisse et noire comme le jade. Sur ses rives, des gens. Et au centre de l'attention, le chef, le nouveau souverain. Il est nu. Son corps est couvert d'une fine poussière d'or. Au premier rayon du soleil, il monte dans un canoë, orné de bijoux, de figurines,
d'images sculptées de Dieu. Il navigue vers le centre du lac. Et là, debout, il jette des offrandes dans l'eau, des objets dorés, comme un symbole d'unité entre lui-même et l'invisible. Après cela, il plonge et disparaît. Puis il revient, renouvelé, reconnu et approuvé. C'est ainsi que se déroulait l'initiation du souverain Muisca. Ce rite n'était pas un secret, c'était un acte sacré. Il était vu, on s'en souvenait. Et un jour, on le raconta. Lorsque les conquérants espagnols entendirent parler de ce rituel pour la première fois, ils n'en comprirent pas le sens. Pour eux, ce n'était pas une purification, mais de l'or inestimable se noyant au fond du lac. Non pas un sacrifice, mais une perte. Non pas une connexion avec les dieux, mais une clé de la richesse. Et alors le mot, qui signifiait autrefois un rituel, en vint à signifier quelque chose de complètement différent. Le mot El Dorado devint un symbole. D'abord, l'homme doré, puis une ville, puis un pays. Mais au début, il y avait le lac. Son nom, Guatavita. Il existe. Il repose toujours parmi les collines. Ses eaux sont sombres comme l'histoire, profondes comme la légende. Beaucoup ont essayé d'assécher ce lac. Espagnols, aventuriers, archéologues. Ils ont réussi à voir le fond. Ils ont même réussi à trouver des artefacts, de délicates figurines en or, des images d'animaux, des masques, des plaques incurvées. Mais jamais le sens entier, jamais l'histoire entière, parce que ce qui vit dans la mémoire d'un peuple ne peut être extrait, parce que le rituel ne concerne pas l'or, mais l'appartenance, parce que la légende ne concerne pas un objet, mais la lumière. Et lorsque la brume se lève à nouveau dans les Andes denses, elle ne transporte pas seulement l'humidité, mais aussi le souffle de ceux qui se souvenaient de ce rituel. Nous ne savons pas exactement comment sonnait ce premier mot. Nous ne savons pas comment les anciens le prononçaient, mais nous sentons son écho dans chaque histoire, à chaque pas, à chaque regard sur le lac où brille le soleil du matin. Là, dans ces eaux, commence notre route vers la cité d'or. Non pas le long de rues de pierre, non pas le long de lignes sur une carte, mais le long de reflets, le long de la surface de l'eau, le long du son d'un souffle ancien. Ils vinrent de l'Est, avec des navires, comme taillés dans un monde étranger, avec des croix sur leurs voiles et des épées à la main. Ils arrivèrent là où le soleil se lève sur les montagnes et où les rivières serpentent à travers la terre comme des êtres vivants. C'étaient des hommes nés de l'autre côté du monde, dans des royaumes où l'or était depuis longtemps la mesure du pouvoir. Ils étaient guidés par la foi, consumés par la soif de gloire, mais surtout attirés par un rêve d'une terre où tout scintille, où même l'air est imprégné de richesse. Ils cherchaient une nouvelle route vers l'Inde, mais trouvèrent le nouveau monde. Et dès leurs premiers pas dans l'inconnu, ils entendirent, quelque part, ici, il y a une ville entièrement faite d'or. Ce fut une époque où les empires anciens s'effondraient, où l'empire inca, avec ses temples et ses terrasses, tomba sous l'assaut d'une poignée d'hommes avec des canons et des chevaux, où les légendes, transmises depuis des siècles, devinrent une proie. Et alors, sur cette frontière mouvante entre réalité et rêve, le nom d'El Dorado refit surface. Mais maintenant, il sonnait différemment, comme un cri, comme un appel,
comme une carte dessinée non sur papier, mais dans l'esprit. Les Espagnols entendirent différentes histoires. Qu'un, quelque part au cœur du continent, une ville d'or était cachée, que ses rues étaient pavées de bijoux, ses temples brillaient comme le soleil, et ses dirigeants scintillaient de splendeur. Chaque nouvelle version rendait Eldorado plus beau, plus inaccessible, plus désirable. L'un des premiers à croire à ce rêve fut Gonzalo Jiménez de Quesada. Il remonta les rivières, mena des troupes à travers les jungles et les marécages. Son voyage fut long, et chaque arbre, chaque pierre devint un pas vers l'inconnu. Mais Eldorado reculait. Il ne s'approchait pas, mais lui échappait. C'était comme au-delà de l'horizon, comme un mirage. Et pourtant, il atteignit les terres des Muiscas. Il vit le lac Guatavita. Il entendit les légendes, et il crut qu'il était proche. Il ne trouva pas la ville, mais il trouva de l'or, pas de l'or urbain, mais de l'or rituel, pas dans des murs de pierre, mais entre les mains de prêtres locaux, et cela suffit pour que la légende s'embrase avec une nouvelle force. D'autres suivirent. Certains cherchaient la gloire, d'autres le sens, mais tous l'or. Et avec chaque nouveau détachement, avec chaque nouvelle histoire, Eldorado devint plus clair dans l'imagination, mais moins accessible en réalité. Ses frontières s'étendirent. Sa localisation changea. Il était parfois en Colombie, parfois au Venezuela, parfois en Équateur. Il fut déplacé sur la carte à volonté. Il devint une légende alimentant les conquêtes. Mais dans ces histoires, il n'y avait pas seulement un désir de richesse. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose dans Eldorado parlait aux gens d'un lieu parfait, d'une terre où tout brille et où l'on peut devenir immortel par la possession. Ce n'était pas le reflet d'une ville, mais de l'âme humaine, le besoin de croire à l'inaccessible. Et ainsi les Espagnols allèrent. Ils allèrent toujours plus loin, et la légende s'élargit. Et dans ces jungles, dans ces montagnes, sous la pluie et le soleil, le mythe commença à vivre sa propre vie. Il n'appartenait plus ni aux Muiscas, ni aux conquistadors. Il devint le souffle de la terre elle-même. Il est toujours là. Le lac Guatavita, un petit cercle d'eau caché parmi les collines comme un miroir ancien, échappé au temps. Ses rives gardent le silence. Les feuilles bruissent au rythme des vieilles chansons, et le vent effleure l'eau sans en troubler la paix. Ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, le rituel est né. Ici commença l'histoire qui devint Eldorado. Mais le lac ne fut jamais une ville. Ce fut une porte, un endroit simple et tranquille où les gens venaient parler aux esprits. Lorsque les Espagnols apprirent l'existence de Guatavita pour la première fois, ils n'entendirent qu'une chose. De l'or reposait au fond du lac, des trésors laissés en offrande aux dieux, des amulettes, des figurines, des bracelets, des récipients, tout ce qui pouvait briller dans l'eau comme la lumière des étoiles. Et bientôt, les tentatives de le récupérer commencèrent. En 1547, le conquistador espagnol Hernán Pérez de Quesada, frère de Gonzalo, organisa la première tentative connue d'assèchement du lac. Ils creusèrent un canal dans la paroi du cratère, espérant abaisser le niveau de l'eau et révéler les trésors. L'eau recula, partiellement. Les gens descendirent au fond boueux. Ils trouvèrent un peu d'or.
mais pas une ville, pas un trésor, et pas la solution. Plus tard, au XVIIe siècle, les Anglais firent une autre tentative. Ils utilisèrent des pompes, puisèrent l'eau avec des seaux, encore de l'or. Mais pas beaucoup. Au lieu de cela, tout le fond du lac se transforma en argile visqueuse. Les objets de valeur étaient hors de portée, et le lac lui-même sembla refermer ses eaux, comme pour dissimuler son essence. Le temps passa. Des archéologues vinrent, ils partirent. La légende demeura. Les découvertes faites dans ce lac peuvent maintenant être vues dans les musées. Parmi elles, une figurine dorée sur un radeau, trouvée non pas dans le lac lui-même, mais dans une grotte voisine, est particulièrement célèbre. Elle représente un homme debout sur une plateforme avec des pagayeurs et des offrandes, une incarnation exacte de ce rituel. Cet artefact confirmait que le mythe avait des racines. Mais ce fut tout, car les preuves ne fournissent pas toujours de réponse. Quelque chose dans ce lac défie la mesure. Il est entouré non seulement de silence, mais d'une quiétude sacrée. Ses eaux ne sont pas seulement profondes, elles semblent porter la mémoire. Et tous ceux qui le contemplaient sentaient que sous la surface gisaient plus que de simples pierres précieuses. Le lac ne devint jamais une porte vers la cité d'or, mais il resta un symbole, le premier, le véritable et le plus énigmatique. Aujourd'hui, les gens viennent ici non pas avec une pelle, mais avec des questions, non pas avec cupidité, mais avec attention. Les gens se tiennent sur sa rive, regardent l'eau et entendent en eux-mêmes un écho de ce qui a longtemps été oublié. Le lac Guatavita n'est pas une clé, ni un but. C'est un commencement. Il respire l'ancienneté. Il se souvient de la poussière d'or sur la peau du chef. Il connaît une lumière qui ne s'éteint pas. Et, peut-être, dans sa surface immobile, ce n'est pas une ville qui se reflète, mais un rêve. Parfois, l'histoire s'enfonce sous terre. Parfois, elle disparaît dans les brumes des siècles. Et parfois, elle fleurit comme un arbre luxuriant, nourri non par les faits, mais par la soif, l'espoir et le mot répété. Il en fut ainsi avec El Dorado. Ce qui commença comme un rituel sur les rives d'un petit lac de montagne cessa rapidement d'être l'apanage d'un seul peuple. Ce devint un rêve partagé. Et avec chaque nouvelle histoire, avec chaque récit dans une autre langue, dans un autre camp, au coin d'un autre feu de camp, El Dorado changea. Il ne fut plus seulement l'homme doré, il devint une ville, insolite, fabuleuse, impossible. Dans l'imagination, elle grandissait, ses rues brillaient, les toits étaient incrustés de bijoux, les temples étincelaient aux rayons du soleil, et les habitants vivaient dans une richesse et une paix éternelle. Elle n'était pas construite, elle existait déjà, cachée, dissimulée, protégée par les forêts, les rivières et les mirages. Elle ne pouvait être trouvée par hasard, seulement par un appel, seulement par le destin. Lorsqu'une personne ne trouvait pas El Dorado, cela ne détruisait pas la légende, cela la renforçait. Si une expédition revenait les mains vides, cela signifiait qu'elle cherchait au mauvais endroit ou qu'elle n'avait pas fait assez d'efforts. Au fil des décennies, avec chaque nouveau conquérant, la géographie d'El Dorado s'étendait. Désormais, il ne se trouvait plus nécessairement en Colombie. Il fut déplacé vers le sud, au Pérou, en Bolivie, au cœur de l'Amazonie,
puis vers le nord, au Venezuela, le long de l'Orénoque. Il fut décrit de diverses manières, comme une ville, comme un complexe de temples, comme une vallée perdue, parfois comme un royaume entier. Il acquit de nouveaux noms, mais l'essence restait la même, de l'or caché à la vue et un chemin vers lui que personne ne pouvait suivre jusqu'au bout. Les cartes de cette époque commencèrent à marquer des zones inconnues sur leurs étendues, non comme des vides, mais comme un espace de miracle. Là où personne n'était allé, des montagnes couvertes de veines d'or étaient dessinées. Là où aucun pied européen n'avait foulé, le mot était placé « Eldorado ». Ce n'était pas seulement une désignation de lieu, c'était un appel, un espace d'attente, un espace de rêve. Et tout cela se produisit parce que les gens avaient besoin de lumière. Les siècles étaient rudes, maladie, guerre, doute. Et puis, il y eut de la place pour une légende, belle, lointaine, étincelante. Les gens croyaient en Eldorado tout comme ils croyaient en l'immortalité, au bonheur, à la fin des souffrances, parce que cette ville n'est pas faite de pierre. C'est une image, pure, parfaite, sacrée. Elle devint une partie du code culturel de tout un continent. Non seulement les Espagnols la cherchaient, les Portugais, les Français, les Anglais, les Allemands y aspiraient. Elle ne connaissait pas de frontières, parce qu'elle était en chacun de ceux qui voulaient plus que de l'or. La légende grandit, comme une forêt, comme un feu, comme un rêve qui ne demande aucune confirmation. Et même lorsque les premières tentatives pour la trouver échouèrent, la foi ne s'éteignit pas, parce que le mythe est plus fort que les faits. Et quand Eldorado cessa d'être un homme, cessa d'être un rituel et un lac, il ne disparut pas. Il devint éternel, parce qu'il devint quelque chose qui ne peut être détruit, le désir. Certains rêves deviennent si puissants qu'ils consument tout. La vie, la raison, le nom. C'est ce qui arriva à Pedro de Oreze, un Espagnol qui se consacra à une seule idée. Il naquit à une époque où le monde s'étendait plus vite qu'on ne pouvait le comprendre. Sa génération grandit avec les récits des richesses du Nouveau Monde, de l'or coulant comme une rivière, et des royaumes où les trésors gisaient ouvertement. Mais pour Orès, ce n'était pas seulement un rêve de richesse, c'était le destin. Il n'arriva pas le premier en Amérique du Sud. Avant lui, des guerriers et des conquistadors étaient déjà passés, des empires étaient tombés, des mythes étaient nés. Mais il vint pour ce qui restait inaccessible, pour ce qui défiait la logique, pour Eldorado. Il entendit des histoires d'une ville cachée au cœur du continent, d'une terre où l'or n'était pas rare, mais la base de l'existence. Ces mots ne le lâchaient pas. Il commença à organiser une expédition. Il écrivit des lettres, persuada, chercha des sponsors, encouragea, parce qu'il était certain, il pouvait trouver ce que les autres avaient échoué à trouver. Le chemin d'Orès fut long et ardu. Ses détachements remontèrent les rivières, se perdirent dans les marécages, traversèrent des jungles où même le soleil ne pouvait pénétrer le feuillage. Ils furent accompagnés par la maladie, la faim et les esprits de la forêt, chuchotés par les locaux. Parfois, ils trouvèrent des traces, des bijoux en or, des objets de culte, d'étranges cartes faites non pas pour la navigation, mais comme partie d'un rituel. Parfois,
seulement le silence. Mais il ne recula pas. Les expéditions se succédèrent. La première se termina sans résultat. La seconde coûta des vies. La troisième faillit lui coûter la sienne. Et pourtant, il continua. Parce qu'au fond, il ne cherchait plus une ville. Il cherchait la confirmation de son chemin. Il voulait prouver que sa foi n'était pas vaine, que le mythe n'est pas seulement fiction, mais une forme de vérité. La légende d'El Dorado ne le mena pas seulement à travers la terre. Elle pénétra son esprit, ses rêves, ses conversations autour des feux de camp du soir. Orez commença à voir la cité d'or, non avec ses yeux, mais avec sa vision intérieure. Il imagina des rues couvertes de lumière. Il imagina la brume matinale s'élevant au-dessus des temples, la rivière coulant tranquillement à travers des portes brillantes. Il ne savait pas où se trouvait cet endroit, mais il sentait qu'il existait, parce qu'à chaque pas, il sentait l'appel. Un jour, il fit demi-tour. Son corps était épuisé. Presque tous ses compagnons étaient morts. Mais ses yeux n'avaient pas faibli. Il ne trouva jamais El Dorado. Mais il mourut en croyant toujours qu'il était proche, qu'il ne restait que quelques jours à parcourir. Et peut-être, s'il y avait eu une autre chance. Aujourd'hui, le nom de Pedro de Orese est presque oublié. Il n'a pas conquis de pays, n'a pas fondé de ville, n'a pas apporté d'or au trésor royal. Mais il est resté dans la légende, parce qu'il fut l'un de ceux qui allèrent jusqu'au bout, non pas pour l'or, mais pour un rêve. Son chemin ne fut pas couronné de succès, mais il fut réel. Et, peut-être, il fut le plus proche de ce qu'El Dorado cache véritablement, l'essence même de la quête. El Dorado n'appela pas seulement les Espagnols. Sa voix, traversant jungles et mers, parvint aussi en Europe, dans le pays où les brumes enveloppent les flèches gothiques le matin, où les marchands comptent les thalers d'or, et où les ducs rêvent de nouveaux domaines. Les principautés allemandes, fragmentées et ambitieuses, n'avaient pas d'accès direct aux terres d'outre-mer, mais elles eurent une opportunité grâce à des alliances et des accords. Une telle opportunité se présenta à la famille Welser d'Augsbourg, les banquiers les plus riches du Saint-Empire romain germanique. Au début du XVIe siècle, ils reçurent de la couronne espagnole le droit de gouverner la province vénézuélienne en échange du financement des dettes royales. Ainsi commença le chapitre allemand dans la recherche de la Cité d'Or. L'un des premiers à entreprendre la recherche d'El Dorado au nom des Welser fut Nikolaus Federmann. Il n'était pas un guerrier, mais un avocat de profession. Mais en ce siècle, les frontières entre le livre et l'épée étaient minces. Il traversa la côte Caraïbe, s'enfonça profondément dans le continent, là où les rivières forment des labyrinthes et où les sentiers disparaissent dans la brume. Il rencontra des forêts impénétrables, combattit des tribus locales, souffrit de la chaleur, des maladies et de la marche épuisante. Mais il continua, guidé par la même légende d'une ville pleine d'or, cachée au cœur même de l'inconnu. Federmann n'atteignit pas son but, mais sa route croisa celle d'autres chercheurs, espagnols, parfois hostiles, parfois tout aussi perdus. Son retour n'apporta pas de trésor, mais il renforça la conviction. Si tant de gens cherchent la même chose, cela doit exister quelque part. Après lui vint Philipp von Hutten, un jeune et ambitieux noble avide de gloire. Son expédition à la recherche d'El Dorado fut longue, épuisante et tragique.
Il pénétra encore plus profondément dans des terres inconnues, fit face à une résistance féroce, perdit des compagnons et presque tout espoir. Mais, comme les autres, il continua, non pas parce qu'il connaissait le chemin, mais parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Von Hutten, comme Federmann, ne trouva pas la cité d'or. De plus, à son retour au Venezuela, il fut tué sur ordre du gouverneur espagnol. Le conflit entre les intérêts allemands et espagnols s'intensifia, et le rêve qui devait unir finit par diviser. Sa mort mit fin à la domination allemande en Amérique. Mais elle ne mit pas fin à la légende, car même leur défaite devint partie du mythe, comme s'ils avaient été proches, très proches, et c'est pourquoi ils moururent. Les expéditions allemandes ne laissèrent derrière elles ni forteresse, ni cartes modifiées, mais elles donnèrent à Eldorado une nouvelle dimension, européenne, intellectuelle, philosophique. Dans les journaux intimes et les lettres, dans les récits et les rumeurs, Eldorado devint non seulement un but, mais un défi à la raison, la preuve que l'imagination humaine peut aller au-delà de la carte, au-delà de l'épée, au-delà de la mort. Les Allemands ne furent pas les seuls à chercher, mais ce furent eux qui donnèrent à la recherche une teinte d'obsession, soulignée par l'ironie. Plus une personne est éduquée, plus elle croit souvent à l'impossible. Et tandis que leur feu de camp s'éteignait dans le crépuscule tropical, quelque part au loin, parmi les feuilles, le nom Eldorado tremblait. Non plus comme une ville, non plus comme un but, mais comme un symbole. Une légende qui vécut plus longtemps que les chercheurs eux-mêmes et qui, peut-être, nous survivra à tous. Parfois, une légende cesse d'être une histoire et devient une obsession. Non un but, mais un sens. Non un mirage, mais un miroir dans lequel on se voit soi-même. Parmi d'innombrables noms perdus dans la poussière du temps, le nom de Loen Blanco est rarement mentionné dans les livres. Il sonne étouffé, comme un écho dans une profonde caverne. Mais son histoire est celle de tous ceux qui ont trop longtemps regardé l'horizon, s'attendant à y voir briller une lumière dorée. Loen Blanco n'était pas un grand guerrier. Il n'était pas un émissaire de la couronne, n'avait ni blason ni mécène. C'était un vagabond, peut-être un ancien soldat, peut-être un marchand, peut-être un anonyme. Les sources sont silencieuses sur son passé, mais elles transmettent avec un souffle retenu une vérité simple. Il partit à la recherche d'Eldorado, seul, sans armée, sans drapeau, presque sans compagnon, seulement avec une carte dessinée par Ouidir, avec des croquis faits d'une main tremblante de foi et avec une obstination qui ne connaît pas de limite. Il s'engagea sur le chemin qui menait au cœur même de l'Amazonie, là où l'air humide est lourd comme un linceul, où les lianes s'étirent du ciel et où les rivières ne connaissent pas de rive, là où chaque kilomètre est 1000 questions. Il suivit les récits d'ermites qui avaient vu des dômes parmi les arbres, d'Indiens gardant le secret du royaume d'or, d'une étrange lueur dans le crépuscule au-dessus des montagnes. Il écouta les vieillards, paya les chamans, observa les ombres. Tout lui disait « c'est proche ». Et il crut. Les semaines se transformèrent en mois. Les boussoles se brisèrent. Les compagnons disparurent. La frontière entre les rêves et la réalité s'estompa. Loen Blanco tenait un journal. Ses entrées sont remplies de descriptions incohérentes, de lueurs, de sons, de géométrie qui défient
toute retranscription. Il écrivit qu'il sentait le souffle de la ville, comme si elle était quelque part à proximité, comme si dans la prochaine vallée il y aurait une entrée. Mais à chaque fois, au-delà de la colline, il y avait un nouveau fourré. Au-delà de la rivière, une nouvelle rivière. Et la ville n'apparut jamais. Il disparut. Personne ne le trouva. Seules des bribes d'histoire, seulement des rumeurs. Que quelqu'un avait vu un homme à la peau pâle assis sur le rivage, parlant aux oiseaux. Qu'il était devenu une partie de la forêt. Qu'il ne cherchait plus parce qu'il avait trouvé, ou parce qu'il avait oublié ce qu'il cherchait. Peut-être n'est-il pas allé dans la jungle, mais en lui-même, car le chemin vers nulle part n'est pas toujours un chemin vers l'extérieur. Parfois, il mène vers l'intérieur. L'histoire de Loen Blanco est une histoire de dissolution. L'histoire d'un homme qui a poursuivi un mythe et en est devenu une partie. Il n'a pas trouvé Eldorado sur une carte, mais peut-être l'a-t-il trouvé en lui-même. Ou est-il devenu lui? Car le mythe est nourri par ceux qui y croient jusqu'au bout. Et ainsi, le chemin parcouru par Loen Blanco n'est marqué sur aucune carte aujourd'hui. Il n'est pas dans la jungle, il est dans le silence. Dans cet endroit où le désir est plus fort que la peur, où la foi devient réalité, où la cité d'or n'attend pas, mais regarde. Au moment où les détachements espagnols perdaient le compte de leurs expéditions, la légende de la cité d'or avait franchi les frontières de l'Empire. L'océan l'a recueillie. Elle s'est propagée dans d'autres langues, le français, le portugais, le néerlandais. Mais elle a résonné avec une brillance particulière en anglais. À l'époque élisabéthaine, l'Angleterre aspirait au grand large, et aucun homme ne devint un plus grand symbole de cette volonté d'explorer et de conquérir que Sir Francis Drake. Il n'était pas seulement un navigateur, c'était un corsaire, un aventurier, un agent de l'État, un homme vivant à la limite de la loi et de la légende. Drake ne débarqua pas au cœur des jungles et ne mena pas d'hommes à travers les marécages. Son chemin était différent à travers les côtes, les baies, les navires, devant les galions espagnols et les entrepôts capturés. Mais son intérêt pour Eldorado n'était pas moindre que celui de ceux qui marchaient sur terre. Lorsque Drake entreprit son tour du monde, il savait que l'or était stocké dans les colonies espagnoles. Il savait que les navires revenant du Nouveau Monde transportaient des lingots, des artefacts et des bijoux. Et il connaissait le mythe qu'un, quelque part au cœur de l'Amérique du Sud, se trouvait une terre qui donnait généreusement de l'or à ses maîtres. Il ne chercha pas Eldorado directement, mais il chassa ses reflets. Il poursuivit les convois espagnols, pilla les forteresses, combattit en mer. Dans son esprit, Eldorado n'était pas un lieu, mais une source de richesse. Il sentait, si l'or naît quelque part, il finit tôt ou tard sur un navire. Et les navires peuvent être interceptés. Chaque attaque de Drake était un coup porté au rêve espagnol, et chaque victoire ne faisait que renforcer l'image d'Eldorado comme une force insaisissable mais réelle, nourrissant toujours les empires. Les Anglais commencèrent à dire que l'Espagne n'était riche que grâce à cette cité d'or, que si l'on pouvait la trouver en premier, on pourrait renverser le monde. La fièvre de l'or s'empara des esprits, et pas seulement militaires. Scientifiques, géographes, alchimistes, tous tentèrent de comprendre où se trouvait la source. Des cartes furent dessinées,
des théories furent créées, des ouvrages furent publiés. Eldorado passa de légende orale à hypothèse imprimée. Il fut cherché non seulement par le cœur, mais aussi par la raison. Mais, chose étrange, à chaque nouveau pas, la science ne détruisit pas le mythe, elle le renforça, car chaque échec ne signifiait pas qu'Eldorado n'existait pas, mais seulement qu'il était encore plus profond, encore plus lointain, encore inexploré. Et c'est là que résidait sa force. Il échappait, il tentait, il ne pouvait être saisi. Et ainsi, il continua de vivre. Francis Drake mourut sans jamais voir Eldorado. Mais ses navires, ses attaques, sa soif devinrent partie de la même grande histoire, une histoire de quête, d'or, d'une éternelle aspiration à ce qui ne peut être retenu. Et dans ces eaux, où ces voiles dérivaient autrefois, le vent murmure encore, la lumière vacille encore. Non pas des lampes, non pas de la lune, mais d'un mythe qui ne sombre pas. L'humanité a toujours dessiné des cartes, d'abord sur le sable, puis sur le parchemin, sur la peau, sur le papier, dessinant des lignes, marquant des rivières, cartographiant des villes et indiquant des frontières. Les cartes aidaient à se souvenir du chemin, à distinguer le sien de celui des autres et à s'aventurer dans l'inconnu avec un sens de la direction. Mais Eldorado n'a jamais cédé à une carte. Il s'est échappé, comme l'eau entre les doigts. Sur certains schémas, il apparaissait parmi les pics andins, sur d'autres, à la source de l'Orénoque. Sur d'autres encore, il fusionnait complètement avec l'Amazonie, devenant parfois un temple, parfois une vallée, parfois un royaume entier. Mais aucune de ces cartes ne menait à lui. Les gens traçaient des itinéraires, calculaient des coordonnées, compariaient des témoignages. Mais à chaque fois, ils se retrouvaient devant un mur, pas de pierre, mais de brume, parce qu'Eldorado n'est pas un lieu, c'est une idée, c'est quelque chose qui ne vit pas dans la plaine, mais dans l'esprit, pas dans la forêt, mais dans le cœur. Il ne peut pas être marqué d'un point, il ne peut pas être dessiné sur un plan. Il n'a ni longitude ni latitude, parce qu'il commence là où la réalité se termine, là où seule la foi demeure. Parfois, il semblait que plus les gens cherchaient Eldorado, plus ils reculaient, que l'énergie même de la recherche éloignait le but. La légende n'aime pas les foules, n'aime pas le bruit. Elle ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à partir sans garantie, sans gloire, sans butin, à ceux qui cherchent non pas l'or, mais la lumière. Une carte qui n'existe pas n'est pas une erreur. C'est un défi. L'humanité a été invitée à aller plus profondément, pas tout droit, à écouter, pas seulement à regarder, à avancer non par des signes, mais par l'intuition. Ceux qui cherchaient la cité d'or avec une boussole se sont perdus. Et ceux qui la cherchaient avec le silence dans leur âme l'ont peut-être trouvée, même s'ils ne s'en sont pas rendus compte. Peut-être Eldorado est-il un souvenir de l'âge d'or de l'humanité, d'un temps où le ciel était plus proche et les cœurs plus purs. Peut-être est-ce une image d'un retour à la source, à quelque chose de perdu, ou peut-être est-ce simplement une nécessité, car les gens ont besoin de lumière, non seulement physique, mais aussi intérieure. Et si une telle lumière ne peut être trouvée dans la réalité, ils commencent à la chercher dans la légende. Eldorado existe,
mais pas sur une carte, pas en coordonnées, pas dans une archive. Il vit en chacun de ceux qui ont un jour rêvé l'impossible, en chacun de ceux qui ont dépassé le familier, en chacun de ceux qui sont allés là où personne n'appelait. Parce que parfois les itinéraires les plus précis ne commencent pas par une route, mais par une question. Le lac Guatavita repose toujours parmi les collines, entouré d'un silence que ne rompent ni les pas des touristes, ni les flashs des appareils photo. Son bassin circulaire demeure presque intact, telle une lentille lisse reflétant non pas le ciel, mais la mémoire. Au fil des siècles, depuis les premières expéditions espagnoles, l'eau s'y est retirée et a de nouveau monté. Des gens sont venus et partis, des rituels ont disparu, des prêtres sont tombés dans l'oubli, mais le lac est resté. Il n'a pas révélé son secret, il le garde. L'eau y est sombre, comme imprégnée d'ombre. Pourtant, il y a une étrange lumière en elle, non pas un reflet du soleil, ni un éclat d'or, mais un rayonnement intérieur, comme si la légende elle-même était cachée non pas au fond, mais dans le corps de l'eau, dans ses profondeurs, où le regard ne peut pénétrer, mais le sentiment le peut. Quand vous vous tenez sur son rivage et que vous contemplez cette eau, vous avez le sentiment qu'elle vous regarde en retour, calmement, silencieusement, acceptant. Autrefois, un rituel y était célébré. Le chef, couvert de poussière d'or, montait dans un canoë. Il ramait vers le centre et avec lui des offrandes, des figurines, des masques, des plaques, des étincelles entraient dans l'eau. Et avec cela, l'intention. Tout se passait non pour un faste ostentatoire, mais pour l'équilibre, pour une connexion entre la terre et le ciel. Ce rite était une parole prononcée sans voix. C'était un dialogue où le plus important n'était pas le son, mais la présence. Maintenant, le lac est silencieux. Il ne murmure pas, n'appelle pas. Il existe simplement, comme un témoin, comme un temple. Il n'a pas besoin d'Eldorado, car il en est la source, son image, sa profondeur. Ceux qui viennent ici aujourd'hui connaissent rarement la légende entièrement, mais tous sentent que quelque chose était là, ou l'est encore. Peut-être le silence du lac parle-t-il plus fort que n'importe quel récit, car c'est dans ce silence que le sens de la légende se révèle. Eldorado n'est pas de l'or, pas une ville et pas un homme. C'est le silence. C'est le moment où vous regardez dans les profondeurs et ne cherchez rien. C'est un état dans lequel le besoin de réponse disparaît. Seule l'eau demeure, et vous, et l'air rempli d'ancienneté. Le monde a changé, la légende a grandi, mais le lac est resté le même. Et quand les mots se lassent, quand les cartes cessent de fonctionner, quand le dernier feu de camp s'éteint, c'est là que l'on veut revenir, non pas pour chercher, mais pour se souvenir qui nous sommes, pourquoi nous sommes venus, et ce que nous voulions vraiment trouver.